Professeur Néhémie Mouilagna, bonjour. Bonjour Alain. Pourquoi ce livre maintenant? De toutes les façons, c'est un exercice qui devait être fait tôt ou tard. J'imagine même que ça devrait devenir une tradition. Lorsque on a été en charge et à la fin du mandat, on a le devoir de redevabilité. Non seulement rendre compte de ce qui a été fait, mais également poser des balises pour ceux qui viennent. Ça permet de gagner du temps, des ressources, éviter la tentation de la table rase de la part de ceux qui arrivent. Et ça permet aussi de reconstituer la mémoire collective de notre peuple. Et donc, on a voulu jeter ce regard rétrospectif sur cette période particulière, la gouvernance de notre pays, pour certes éclairer notre peuple, orienter les nouveaux dirigeants, mais en même temps, essayer de prendre du recul pour nous-mêmes, voir ce que nous avons pu accomplir de grands, mais aussi de faiblesses inhérentes à toute œuvre humaine, se remettre donc à l'école et apprendre de nos erreurs. Cette interview est pédagogique. Elle va nous permettre à la fois de parcourir les livres. C'est vrai que ce n'est pas dans une émission où on va parcourir près de 350 pages de l'ouvrage, mais nous allons y aller progressivement en voyant d'abord le volet politique et sécuritaire, le volet socio-économique et ensuite nous parlerons des questions d'actualité. Cet ouvrage est préfacé par le président honoraire Joseph Kabila. Pourquoi parle-t-il par personne interposée? Je crois que c'est par souci d'humilité. C'est tout simplement parce que il est souvent difficile de parler de soi-même, d'avoir un regard détaché de sa propre œuvre. Et vous savez, même les évangiles ont été écrits par les disciples, pas par le Seigneur lui-même. Et donc je pense que c'est ce qu'il a fait, lui aussi. Il a été curieux de savoir quel est le regard que d'autres pouvaient avoir sur son œuvre, mais évidemment des observateurs avertis et quelque part aussi des acteurs en même temps qui ont mis la main à la pâte. Cela lui aura permis sans doute d'apporter personnellement quelques précisions les jours à venir, pourquoi pas. Professeur, dans les titres 1 de votre livre, vous parlez de l'inexistence de l'État à un État républicain. Quelles sont les réalisations concrètes qui motivent cette affirmation? Mais il faut partir de l'idée qu'en 2001, lorsque le président Joseph Kabila arrive aux affaires, le Congo n'était plus une évidence. Une évidence en tant qu'entité internationalement reconnue, avec un territoire et une population, bien sûr, et un gouvernement central. Tout cela était devenu une fiction. Il y avait certes un peuple qui était en errance, mais il y avait un territoire qui était disloqué en morceaux. Nous avions 4 morceaux de territoire. Il n'y avait plus de gouvernement central parce qu'à la tête de tous ces morceaux-là, il y avait, je vous l'ai dit, des roitelets, des gens qui régnaient un maître à la tête des rébellions que vous connaissez. Et je pense que l'autre réalité mieux connue, c'est que derrière ces rébellions, il y avait quand même des armées étrangères, des gouvernements des pays voisins qui sponsorisaient ces rébellions et qui avaient du reste intérêt. Et donc, ces pays-là n'existaient plus que de nom. Personne ne pouvait parier à sa renaissance, à sa reconstitution dans ces frontières internationalement reconnues. Je me rappelle même qu'il y a certains envoyés spéciaux de pays, de puissances étrangères qui suggéraient carrément au président Joseph Kabila de laisser tomber ses efforts, de vouloir à tout prix réunifier ce pays et de laisser le temps arranger les choses. Évidemment, il s'était opposé énergiquement à cela et il avait jeté toutes ses forces, les forces de sa jeunesse, dans l'objectif de réunification et de pacification de ces pays, dans l'objectif de la stabilisation de la situation politique et sécuritaire en vue de permettre justement l'organisation du processus électoral et enfin dans l'objectif de la reconstruction de l'économie nationale et des infrastructures de base du pays. Donc aujourd'hui, nous sommes revenus à l'évidence. Le Congo existe et d'un trait, on a oublié que cela n'était plus le cas. En 2001,
Professeur, restons sur l'aspect État inexistant. Comme je l'ai dit, l'interview est également pédagogique. Il y a des jeunes générations qui n'ont pas connaissance aussi de l'histoire du pays. Dans l'ouvrage, en faisant le diagnostic du régime Mobutu des décennies 80-90, vous parlez d'un État fantôme. Joseph Kabila hérite de cet État fantôme. Est-ce que vous pouvez nous le décrire brièvement? Quand on parle de l'État fantôme, ce n'est pas mon expression. L'État inexistant, ce n'est pas mon expression. Et l'État défaillant, ce n'est pas mon expression. C'est l'expression des chercheurs, les Heitmann et consorts qui, pour les uns, ont parcouru ce pays, pour d'autres, ont eu des observateurs sur le terrain qui ont renseigné sur l'état exact de la situation au moment où le président Joseph Kabila prenait le pouvoir. Ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où vous avez un président qui ne sait pas exercer son autorité sur l'ensemble du territoire national. Parce que dans la province de l'Équateur, par exemple, il y a un autre compatriote, Jean-Pierre Bemba, qui est à la tête d'une rébellion qui s'appelle le MLC et qui est soutenue activement par le gouvernement de l'Ouganda et l'armée ougandaise qui avait non seulement des troupes, mais aussi des commandants jusqu'aux épaules les plus galonnées. Vous aviez la partie de l'Ouélé qui était contrôlée par un certain Roger Mbala, qui était un supplétif, bien sûr, de Jean-Pierre Bemba, avec le MLC à l'Équateur. Vous aviez dans les nord et les sud Kivu, y compris même aussi une bonne partie de l'Ituri, vous aviez le RCD Goma, qui était soutenu activement par le gouvernement du Rwanda, avec des troupes rwandaises en règle sur le territoire national. Vous voyez bien que avec ça, c'est toute la partie est du pays qui était amputée de la République démocratique du Congo. Et je me rappelle encore, moi qui suis de l'Est, que des parents, des cousins et autres, pour quitter Goma, Bukavu et arriver à Kinshasa, ils devaient passer par deux pays voisins, que le Rwanda, le Kenya, prendre des visas pour venir dans leur propre pays à Kinshasa. Je crois que c'est le cas de se le rappeler. Un enfant qui est né après 2001 ne peut pas imaginer que pour quitter Goma, Bukavu, venir à Kinshasa, il doit prendre un visa. Alors, professeur, nous l'avons tous constaté, à partir de 2002, le pays s'est réunifié. Quand le président Kabila était au pouvoir, on a vu un parlement travailler en bicéphale, des élections organisées, ce qui n'a pas été possible dans les années 90, malgré la conférence nationale souveraine. Quelle a été la stratégie de Joseph Kabila pour y parvenir? Moi, je pense que la force de traction, c'était d'abord son identité idéologique. Joseph Kabila est le fils de son père, un nationaliste, patriote, et dont le rêve premier est d'abord de préserver l'héritage hérité des pères fondateurs de ce pays. Et cet héritage, c'est d'abord l'unité de ce pays. Le Congo, dans ses frontières internationalement reconnues. C'est le premier élément de cet héritage. Le deuxième élément, c'est la coexistence pacifique de cette mosaïque d'ethnies et de peuples qui composent la République démocratique du Congo. Et le troisième héritage, bien sûr, c'est ces ressources du sol et du sous-sol qu'il convient de fructifier afin d'améliorer le vécu quotidien de la population congolaise. Et donc là, déjà cette idéologie nationaliste a été pour beaucoup par rapport au choix qu'il a dû faire. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a sa foi en la démocratie. Sa foi en la démocratie. Le premier élément lui a permis de faire le choix entre gagner la guerre ou gagner la paix et réunifier le pays. Sa foi en la démocratie l'a amené devant un choix qui consistait à dire « mais je suis déjà au pouvoir, est-ce nécessaire encore de démocratiser ou bien je fais tout pour m'y maintenir ?» Et là, il a fait le choix plutôt de lancer le processus démocratique et nous en savons de fortune heureuse, n'est-ce pas, les cycles électoraux organisés avec aujourd'hui en prime la première alternance pacifique du pays. Et donc je crois qu'il y a eu
cette force idéologique, mais il y a eu aussi effectivement un mode opératoire qui est attaché à sa gouvernance, c'est le dialogue. Il a foi dans les dialogues et il pense qu'il n'a pas de raison de ne pas faire confiance à ses concitoyens lorsqu'il s'agit de rebâtir ce pays, lorsqu'il s'agit de préserver ce qui unit tous les Congolais par rapport à ce qui les sépare. Et voilà pourquoi je crois que de la même manière qu'il est entré et qu'il a su mener les travaux d'Hercule par les dialogues, il a su inspirer la confiance même à ses adversaires les plus farouches. Et c'est de la même manière qu'il est sorti et qu'il garde cette sympathie, n'est-ce pas, de la population. Et il reste redouté, évidemment, par ceux qui le connaissaient assez mal. Professeur, je vous cite, vous dites « Matérialiser la démocratie pluraliste en RDC fut pour Joseph Kabila Kabange un effort de restauration de la dignité du peuple congolais en lui restituant son État qui lui fut confisqué par l'oligarchie du impère. Le pays est réunifié. Nous avons les premières élections en 2006. À ce moment-là, on sait que le président Joseph Kabila est sous plusieurs pressions, interne comme externe. Une fois de plus, comment s'y est-il pris pour qu'on en arrive à avoir ces élections? Il faut partir de l'idée que la source de la crise politique dans ces pays remonte en 1960. Et c'est quoi cette source-là? C'est cette légitimité brisée. Vous avez des élections qui ont été organisées avec l'appui de la puissance coloniale et qui ont dégagé une volonté claire du peuple congolais de confier la destinée du pays à un groupe politique donné. Évidemment, il y avait un groupe principal, c'était l'MNC Lumumba, mais qui a dû faire une coalition avec d'autres forces pour dégager la majorité parlementaire. Et à l'issue de cette majorité parlementaire, évidemment, les forces nationalistes devaient diriger le pays sur base d'un régime parlementaire à travers le gouvernement. Et ils avaient reconnu à une autre force les pouvoirs présidentiels. C'était évidemment le président Kasavubu avec son Abako qui devait prendre la présidence de la République. Et donc, voilà les points de départ, et vous le savez bien, l'histoire enseigne que des forces obscures se sont coalisées pour briser cette légitimité populaire en assassinant le premier ministre de ce pays, Patrice Emery Lumumba. Évidemment, quelques années après, c'est une dictature féroce qui prendra les choses en main, une dictature qui durera plus de 30 ans. Et donc, quand lui arrive, à part la réunification et la pacification du pays, en tant que nationaliste, il a à cœur cette problématique de stabiliser la vie politique, et la meilleure façon de le faire, c'était de restituer le pouvoir à ce peuple souverain qu'il avait perdu, n'est-ce pas, au lendemain de l'assassinat du Premier ministre Lumumba. Voilà pourquoi il a fait de la démocratisation du pays son second objectif. Les résultats sont là. Il a mis en place une machine électorale avec l'appui de toutes les forces de ce temps-là. Et il a lancé les premières élections en 2006 avec l'appui de partenaires extérieurs aussi, il faut le reconnaître. C'était des premières élections pluralistes depuis justement celles qui avaient donné le pouvoir à Patrice Emery Lumumba. 2011, nous avons relevé ce défi de l'organisation des élections dans les délais constitutionnels, et 2018, nous avons relevé les défis de l'organisation des élections sur fonds propres et assortis de cette alternance pacifique. Et donc, ce n'était pas des choix hasardeux, non, c'est des choix qui s'inscrivaient dans l'ADN pratiquement de ce nationalisme, de patriotisme, n'est-ce pas, qui était ancré dans Joseph Kabila. Professeur Némi Mouilania, parlons à présent des aspects des reconstructions nationales, mais aussi de la relance économique de la RDC. Professeur, dites-nous dans quel état le président Kabila a trouvé l'économie de ces pays et à quel stade l'a-t-il laissé à son successeur?
Oui, je pense que la meilleure façon d'aborder les aspects économiques, c'est de relever les indicateurs trouvés à la prise de fonction du président Joseph Kabila et ceux qu'il a laissés lorsqu'il part. Je crois que le premier indicateur qui tombait sous l'essence, c'est la dette extérieure. Lorsque Joseph Kabila arrive avec un musée à Kinshasa, la dette léguée par le régime décadent, la dictature roussienne, c'était de 14 milliards de dollars. Et lorsque Joseph Kabila quitte ses fonctions, il laisse cette dette à 3 milliards. Donc en 18 ans, il a effacé cette dette de 11 milliards de dollars. Et le deuxième indicateur, c'est l'inflation, le taux d'inflation qu'il a trouvé aussi autour de 500%. Et Joseph Kabila, en quittant le pouvoir, il l'a laissé à moins 5%. Et le troisième indicateur, Joseph Kabila a trouvé, n'est-ce pas, un PIB de 7 milliards de dollars. Et en quittant le pays, il l'a laissé à 47 milliards de dollars. Et le dernier indicateur, bien sûr, ça peut être les réserves de change en devises. Il trouve dans la caisse près de 50 millions de dollars et il quitte en laissant 1,3 milliard de dollars de réserves d'échange, pas ce qui était dans le trésor, non, des réserves d'échange et des réserves d'échange qui ont été constituées par des efforts internes. Il ne faut pas compter sur ces réserves d'échange un seul appui budgétaire de la part des partenaires étrangers, parce que pendant 5 ans, pratiquement, nous sommes attelés à rebâtir notre économie en interne. Je me rappelle toujours comment, lorsque nous étions en train de quitter le Fonds monétaire international, après sa mission d'information, qui s'extasiait de voir que sans lui, nous avons pu, n'est-ce pas, relever ces défis pratiquement pour faire de l'impatience de pouvoir revenir en programme avec nous. Et donc, comment omettre aussi le fait qu'on a trouvé le pays pratiquement avec une croissance négative, près de moins 7%. Or, entre 2013 et près de 2015, nous avons fait 9%. Nous avons oscillé donc 10% de taux de croissance dans ce pays. Je crois que ce sont des chiffres qui parlent et qui montrent réellement que beaucoup d'efforts avaient été fournis sous Joseph Kabila sur le plan économique. Il est clair que tout un débat réel consistait à savoir dans quelle mesure tous ces efforts se sont répercutés sur les vécus quotidiens de la population. Si vous le voulez bien, c'est un débat aussi qu'on pourra aborder. Radio Okapi. Grande interview. Dans Grande Interview aujourd'hui, nous recevons le professeur Néhémie Mouilagna, qui est député national. L'ancien directeur de cabinet du président honoraire Joseph Kabila s'exprime sur son dernier ouvrage intitulé « La République démocratique du Congo sous Joseph Kabila, devoir de mémoire ». Professeur, pour rester sur le volet économique, dans l'ouvrage, vous revenez sur la manière dont plusieurs entreprises ont été reboostées, sont montées en puissance. Mais parmi les détracteurs du président Kabila, il y en a qui lui reprochent un certain manque de rigueur à l'endroit de certains de ses collaborateurs qui ont plongé dans la mauvaise gestion, qui ont plongé dans la corruption. Il y a même des enquêtes internationales, pour ne citer que les Panama Papers et bien d'autres, qui accuse le président Kabila d'avoir organisé l'économie de manière à soutirer beaucoup d'argent et presque à se payer lui-même. Oui, je pense que d'abord, il n'y a pas de doute que Joseph Kabila a travaillé avec des équipes. Il a eu plus ou moins 5 premiers ministres avec près de 200 membres du gouvernement qui ont travaillé avec lui. Rassurez-vous, tous ces gouvernements, c'était des gouvernements d'ouverture. Donc il a dû aussi travailler avec l'opposition politique. Alors comment imaginer que tous ses collaborateurs étaient des saints? Ce n'est pas possible. Donc nous encaissons le coup en reconnaissant qu'il y a eu des failles par-ci, par-là. Il y a eu certains collaborateurs, évidemment, à son insu, qui peut-être s'étaient trompés des cahiers de charges, avaient confondu par-ci, par-là leur propre poche avec la caisse de l'État.
Mais ceci dit, là où il pouvait sanctionner, il a dû quand même le faire. Je note qu'en 18 ans, Joseph Kabila a révoqué quand même près de 10 membres du gouvernement. Je note que sous Joseph Kabila, et particulièrement s'agissant de l'indiscipline de l'armée, on s'est réalisé que des hauts gradés de l'armée sont passés par des juridictions militaires, ont été condamnés jusqu'au grade de général et donc d'officiers généraux, et notamment en matière de viol où il était pratiquement impitoyable. Et donc, je me dis que nous avons eu certaines faiblesses qui étaient dues aussi au contexte, parce que tout au long de cette période, de 2001 à 2018, Joseph Kabila a eu plutôt à rassembler les Congolais dans cette perspective de réunification du pays, a eu à travailler beaucoup plus sur la cohésion nationale, de telle sorte qu'il n'était pas toujours facile de combiner, n'est-ce pas, cet objectif ultime de réconcilier, de rassembler avec l'exigence de la sanction. Et donc, ce contexte peut être peut-être noté en termes de bémol, pas pour justifier les faiblesses, mais en termes de bémol, pour que ça avait ralenti son élan tendant à remettre de l'ordre, tendant à sanctionner là où c'était nécessaire. Je pourrais dire aussi à son actif, c'est qu'il a eu quand même à poser les fondements de la lutte contre la corruption et l'impunité dans les pays, notamment, je vois par exemple tous les efforts qu'il a jetés dans le redressement de la justice du pays, en restituant par exemple le pouvoir de régler les manquements des magistrats. Au Conseil supérieur de la magistrature, il a restitué l'indépendance au pouvoir judiciaire. Et je pense que ça a été un acte important. Il a fait adhérer le pays à toutes les conventions internationales sur la lutte contre la corruption. Et dans son propre cabinet, il avait mis, n'est-ce pas, un conseil spécial en charge de la lutte contre la corruption. C'est autant de signaux qu'il avait envoyés. Mais bon, on doit reconnaître aussi qu'on a eu un Parlement qui avait certes la capacité d'exercer le contrôle, mais qui n'arrivait pas toujours au bout de sa démarche après le contrôle pour obtenir des sanctions qu'il fallait. Le conseil spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption faisait état de plusieurs milliards de dollars qui échappaient le trésor public chaque année. Monsieur Luzolo Bambi parlait même d'environ 15 milliards de dollars qui n'entraient pas dans les trésors publics chaque année. Et face à une telle révélation, le président Kabila est resté silencieux. Était-il du côté de ceux qui détournaient ou n'avait-il pas de moyens pour les sanctionner? Non, je pense que là, c'est une question plutôt structurelle. C'est une question qui est liée à notre fiscalité de manière générale. Et je me rappelle en 2017, lorsqu'il était en train de quitter ses fonctions, le président Kabila, qui était préoccupé par la lourdeur de notre système fiscal, par évidemment des zones grises qui caractérisent ce système fiscal, avait organisé même un forum national sur la fiscalité, à l'effet, n'est-ce pas, de pouvoir la sortir de ces lourdeurs, mais aussi de pouvoir la dématérialiser au maximum, de manière à ce que ces coulages de recettes puissent être réduits et qu'il y ait davantage de flux de recettes dans les caisses de l'État. Je crois que là, ça se pose toute la question de l'informatisation de nos services fiscaux, mais également de certaines options que nous devons continuer à lever en termes de réforme des structures. Notamment, il y en a qui pensent qu'il faudrait réunifier toutes les régies aujourd'hui pour que nous ayons un seul ensemble qui puisse consister, n'est-ce pas, à collecter les ressources du pays. Aux frontières, déjà, nous avons mis en place ces guichets uniques. Mais il faut reconnaître aussi que, à la décharge de Joseph Kabila, c'est que courageusement, il a mis en place la chaîne de la dépense, ce qui n'était pas une mince affaire, et il a laissé en chantier, n'est-ce pas, le projet de la chaîne des recettes. Donc, la volonté de pouvoir boucher toutes ces zones grises était là, et il a
été fortement manifesté au travers de toutes les grandes réformes qu'il a dû mener avec le concours d'ailleurs de certains partenaires étrangers. Alors quant à l'évaluation de ces pertes qui sont connues, je crois que c'est relatif parce que nous n'avons pas d'outils techniques scientifiques pour confirmer ou infirmer ces chiffres qui étaient avancés. Mais ce qui est sûr, c'est que la même problématique se pose encore aujourd'hui. Je crois que l'essentiel, c'est de considérer cette question comme une question nationale, sans coloration politique, et d'engager courageusement cette réforme du système fiscal de notre pays. Dans l'ouvrage, évidemment, vous démontrez combien le président Kabila a fait des efforts en ce qui concerne les groupes armés, notamment dans l'est de la RDC, qui se multiplient, qui naissent au jour le jour. Et beaucoup d'analystes pensent que l'économie de la RDC serait allée plus loin si on n'avait pas les groupes armés. Mais qu'est-ce que vous répondez également à d'autres détracteurs du président Kabila qui pensent que tous ces groupes armés sont pratiquement le résultat de l'AFDEL? Oui, d'abord, il faut partir de l'idée que lorsqu'on a abordé la question des coulages de recettes consorts, on a omis de dire aussi qu'il y a eu beaucoup de contre-vérités au niveau de toutes ces enquêtes qui ont été menées ça et là, Panama Papers et consorts. À certains égards, ces enquêtes ont été utilisées comme des instruments pratiquement des combats politiques contre un système qui ne faisait pas toujours les affaires de tout le monde. Alors, s'agissant du volet sécuritaire, je vous ai dit dès l'entame de cette émission, c'est un des volets qui a mobilisé toutes les énergies de ces jeunes présidents. En 1996, c'est une révolution qui a été menée et je crois que cette révolution était tractée par l'AFDEL qui était une association certes composite avec le soutien de certaines puissances régionales. Mais rappelez-vous, en 1998, n'est-ce pas, Nzé a sonné la fin de la récréation et il avait clairement demandé aux forces invitées de pouvoir rentrer chez elles. Et depuis lors, n'est-ce pas, ces forces avaient décidé de mener une véritable guerre d'agression contre ces pays. Les groupes armés qui, à ce moment-là, s'étaient formés, c'était plutôt des groupes nationalistes, notamment ceux qu'on appelait les Maïmas, et qui étaient des supplétifs de l'armée nationale pour barrer la route à cette agression qui était évidente sur le territoire national. Ceci dit, au fur et à mesure de la normalisation de la vie politique, notamment à travers l'accord de Sun City, rappelez-vous, tous les groupes armés qui étaient actifs aux côtés du gouvernement étaient représentés à Sun City comme entité et toutes les rébellions étaient représentées à part entière comme composantes. En signant l'accord global et inclusif, ils ont été impliqués, n'est-ce pas, dans la transition. Et je pense que ce qui en était suivi, c'est le processus de l'intégration au sein des forces armées pour ceux qui étaient encore aptes, les membres de ce groupe, et le processus de démobilisation de l'autre côté. Et tout le reste, c'était des forces résiduaires qui ont été combattues par le pouvoir central, de telle sorte que lorsque on quittait les affaires, n'est-ce pas, de plus de 200 groupes armés, il n'en restait que des forces résiduaires de moins de 40 groupes armés, contrairement à tout ce à quoi on assiste aujourd'hui. Donc je pense quand même que vous avez découvert même dans cet ouvrage, n'est-ce pas, pratiquement toutes les zones opérationnelles qui ont été créées et des résultats tangibles. La rébellion des CNDP, par exemple, qui est née vers fin 2006, et après les élections, et au bout de 3 ans, avait été anéantie. La rébellion de M23, qui est née entre 2012 et 2013, a été anéantie et s'est conclue par une reddition formelle du M23. Et même les ADEF, en 2014, ont été totalement défaits. Et ce sont là les efforts qui ont été fournis et par nos forces armées après la réforme qu'elles avaient subie. Et nous n'avons pas de raison, contrairement à ce qui court, de ne pas continuer à leur faire confiance, d'investir dans
ses forces armées en équipement et en conditions convenables, n'est-ce pas, de travail et de vie pour qu'elles continuent à faire leur travail. Professeur, parlons à présent de la mise en œuvre du contrat chinois en ce qui concerne la révolution de la modernité, mais aussi la construction des infrastructures de base. Comment réagissez-vous à ceux qui pensent qu'il y a eu une grave surfacturation dans la réalisation de certains ouvrages, mais il y a aussi des détournements des fonds de certains projets importants qui n'ont pas été réalisés, c'est notamment la fibre optique? Oui, d'abord, il faut partir de l'idée que lorsque on se tourne vers la Chine, on ne se tourne pas vers la Chine en substitution aux partenaires extérieurs. Non, on se tourne vers la Chine en complément aux partenaires extérieurs qui nous aidaient à accomplir des projets classiques. Or, Joseph Kabila, sur le plan de la reconstruction de l'économie nationale, des infrastructures de base, a eu 2 projets ambitieux. Le projet des 5 chantiers de la République et le projet de la révolution de la modernité. C'était clair qu'avec des ressources classiques, il ne pouvait pas lancer et mener à bien ces 2 projets. D'où il fallait essayer de recourir à d'autres ressources innovantes et qui étaient disponibles. Et là, aller là où on pouvait les trouver. Évidemment, certaines banques chinoises ont apporté une oreille attentive à notre démarche. C'est comme ça qu'il y a eu ces montages de près de 9 milliards de dollars pour financer ces travaux de grande envergure. Ceci dit, les premières critiques sont venues de nos partenaires extérieurs qui estimaient qu'on ne pouvait pas aller vers un tel endettement en même temps qu'on était dans un processus de désendettement, donc de réduction de la dette à travers les processus des pays pauvres les plus endettés. Nous avons dit que nous n'avions pas de raison de ne pas intégrer leurs préoccupations et c'est comme ça que, avec l'aide du FMI, on a dû réduire cette enveloppe de 9 milliards à 6 milliards. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est justement le mode opératoire de l'exécution de ces contrats. Mais le mode opératoire était simple. Les banques chinoises ont proposé que leurs fonds soient plutôt utilisés par des entreprises chinoises. Vous en avez ici Crexet et consorts. Et ce qui fait que le gouvernement présentait aux banques chinoises des projets. Et les banques chinoises, n'est-ce pas, entraient en colloque avec des entreprises désignées pour voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, des fonds nécessaires devaient être alloués pour la mise en œuvre de ces projets. Et dès qu'ils se mettaient d'accord, les fonds étaient versés directement dans les caisses des entreprises chinoises. Et donc, ni Joseph Kabila, ni ses collaborateurs, personne n'a déjà vu un seul sou de ces fonds issus de ces contrats chinois. Alors, peut-être que nous aurions besoin de davantage de faits, davantage de renseignements sur les fables qui sont racontées ça et là. Mais c'était ça le mode opératoire. Alors, à certains égards, qu'il y ait eu des faiblesses ça et là, c'est possible, mais en tout cas là, moi je vous présente les principes, aussi bien de cet endettement, la manière dont nous avons mis sur la table ces dossiers au point de pouvoir en régler certains détails avec les partenaires et ces mécanismes transparents de l'utilisation de ces fonds. Et comment ces fonds devraient-ils être remboursés? C'est là la création de la société Sicomine, qui est une société mixte congolo-chinoise autour d'une mine congolaise qui devait être exploitée en commun. Et c'est cette mine qui devait, au fur et à mesure, produire des ressources qui devaient être soit complémentaires à ce financement, soit servir au remboursement. Professeur, je vais une fois de plus encore vous citer en ce qui concerne les infrastructures. Vous dites, comme citoyen, Joseph Kabila est parmi les rares Congolais qui peuvent valablement parler des routes de la RDC, du nord au sud et de l'ouest à l'est. Il a personnellement conduit son véhicule sur la majeure partie de ces artères, tant urbaines que rurales. Non seulement la question de la surfacturation, mais beaucoup de Congolais se sont également posé les questions sur la qualité de ces routes. Parce que aujourd'hui, si on devait faire un petit bilan,
de ces routes, des 5 chantiers, de la révolution de la modernité, il n'en reste presque rien, du point de vue de la qualité. D'abord, ce qui est sûr, c'est que ces routes sont sorties des terres, elles sont visibles. Figurez-vous à Kinshasa, chers amis, lorsqu'on continue à assister à certains embouteillages, on se pose la question de ce que serait la situation si, par exemple, ces rangs de route de Kinshasa n'avaient pas été élargis, modernisés. On aurait eu des émeutes ici, dues seulement aux embouteillages. Et je note que, globalement, les routes de Kinshasa tiennent, même plus que les sauts de moutons qui venaient d'être à peine construits. Donc je pense que ce qu'il faut voir ici, c'est cette grande ambition qui consistait pour la première fois, n'est-ce pas, à aller au-delà de l'héritage nous légué par l'État colonial belge. Parce que lorsque Joseph Kabila arrive au pouvoir, mais il n'y a que des routes globalement qui avaient été, n'est-ce pas, construites par les Belges qui étaient là. Et tout ce qu'il avait fait, n'est-ce pas, là où ces routes avaient disparu, c'était de pouvoir les recréer et de pouvoir, n'est-ce pas, les moderniser. Et là où elles existaient encore, elles étaient étroites, c'était de pouvoir les refaire et les revêtir de la plus belle robe. Et on est passé quand même d'un réseau routier de 4500 km à celui de 27 877 km, et au nombre desquels il y avait quand même près de 3500 km de routes asphaltées. On ne pouvait pas voir ça d'ici. Donc, je pense que c'est cette grande ambition qui devait demeurer parce que ces pays, nous devons travailler avant d'aller vers l'intégration régionale. Nous devons travailler pour l'intégration nationale. Nous devons permettre aux Congolais de Matadi de pouvoir entrer en contact avec les Congolais de Lubumbashi, soit par chemin de fer, soit par route, et éviter absolument qu'on puisse dans ces pays emprunter de l'avion comme un mode principal de transport. Je crois donc que cette ambition devrait demeurer. Nous avons du reste aussi, il faut avouer, un boulevard naturel qui est le fleuve Congo, que nous devrions continuer à baliser de manière à ce qu'il facilite aussi le déplacement des Congolais d'un coin de la République à l'autre. Je me rappelle, c'est par là où je termine, la réponse à cette question, avoir fait une visite d'inspection avec le président Joseph Kabila de la route nationale qui va de Kisangani jusqu'à Goma. Il faut voir combien cette route avait facilité, n'est-ce pas, des échanges en interne déjà entre les Congolais du nord-est et ceux du sud-est. Et donc, on ne peut pas faire l'économie des moyens sur cette question des infrastructures, particulièrement routières, pour assurer cette intégration nationale. Joseph Kabila, dans sa vision, y a pensé, et c'était d'ailleurs un des volets importants de son projet des 5 chantiers de la République. Vous venez de nous rejoindre en cours d'émission sur Radio Okapi. Grande interview reçoit dans ce numéro le professeur Néhémie Moulania. Professeur, parlons à présent des perspectives et de la situation actuelle qui prévaut en République démocratique du Congo. Ça fait 3 ans que Joseph Kabila n'est plus aux affaires et il a laissé le pouvoir à son successeur Félix Tshisekedi. Comment évaluez-vous actuellement la marche du pays? Écoutez, nous avons humblement parlé de ce que nous avons fait sous le règne de Joseph Kabila, des efforts qui ont été menés pour garder ces pays unis, souverains, et faire en sorte que ce soit des Congolais qui en soient des maîtres, des efforts que nous avons menés pour rendre l'État congolais réellement démocratique, promouvoir les libertés fondamentales, des efforts que nous avons menés pour que dans ce pays, le pouvoir retourne au peuple congolais et que ce soit au peuple de désigner démocratiquement, librement, ce qui devrait assurer sa destinée. Les efforts que nous avons menés pour créer davantage de richesses dans ces pays et les redistribuer à travers certains projets à caractère social, la gratuité de l'enseignement a bel et bien commencé avec nous, mais de manière tout à fait méthodique et systématique. Rappelez-vous le projet des
projet 1000 écoles, rappelez-vous, le projet de la mécanisation des enseignants qui était resté longtemps des NU, des NP et consorts, mais également la manière dont nous avons accru les budgets réservés à l'enseignement, à la santé, qui était passé même autour de 1% à plus de 10%. Et donc voilà, ça c'est ce que nous avons fait. Je crois que la bonne question, c'est celle de savoir si 3 ans après, qu'est-ce qu'on a fait de cet héritage? Et moi, je préfère que ce soit les Congolais eux-mêmes qui soient juges de ça, qui donnent la réponse de ce qu'est devenu ce pays 3 ans après le départ de Joseph Kabila. J'imagine, n'est-ce pas, tout cet engouement qu'il y a autour du sénateur à vie Joseph Kabila lorsqu'il passe dans les rues de Kinshasa, c'est tout un message. Mais près de 2 ans après l'accession du président Tshisekedi au pouvoir, on a vu comment la coalition FCC-Cash a patiné, a boité à cause des bâtons dans les roues que vous, FCC, mettiez dans les roues du président Tshisekedi. Certains analystes pensent que c'est à peine qu'il a pratiquement la totalité du pouvoir et qu'il peut s'émouvoir librement. Oui, si c'était alors le cas, je note seulement que ça fait près d'1 année et demie que le président Tshisekedi est seul maître à bord, avec des équipes qui s'est choisies, avec une majorité, n'est-ce pas, qu'il a obtenue de la manière dont tout le monde connaît, par un coup d'État institutionnel. Et maintenant qu'il a eu l'ensemble de ce pouvoir pour lui seul et ses partisans, n'est-ce pas, pouvons-nous dire que le Congo va mieux? Et pouvons-nous dire que tout ce qui ne marche pas, c'est toujours le FCC qui bloque, c'est toujours le FCC qui empêche, n'est-ce pas, qu'il fasse mieux que lorsqu'il était en coalition avec le FCC. Je crois que les Congolais sont assez lucides et c'est pas pour rien que 2023 est quand même redouté par ceux qui pensent que, honnêtement, pour n'avoir pas honoré leur serment, pour n'avoir pas honoré les différentes promesses et pour n'avoir pas su, ne serait-ce que préserver l'héritage légué par Joseph Kabila, le jugement sera redoutable en 2023 si on a réellement des élections libres, démocratiques et transparentes comme nous l'exigeons. Justement, 2023 est redouté aussi par le FCC qui ne veut même pas qu'on puisse examiner la loi électorale à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui motive votre refus concrètement, puisque vous souhaitez vraiment que les élections soient transparentes, démocratiques, et cette loi serait un moyen? Et on se souvient même qu'en son temps, le FCC a presque fait la même chose avec ceux qui sont au pouvoir actuellement quand ils étaient dans l'opposition. Non, je pense que comparaison n'est pas raison. Nous vous avons dit que nous avons légué un État fonctionnel, avec une expérience démocratique riche, 3 processus électoraux avec des mérites différents. Le premier processus, le mérite, c'est que c'était le tout premier pluraliste 40 ans après et qui a rétabli la question de légitimité dans ce pays. Le deuxième processus, avec le mérite d'avoir été organisé dans les délais constitutionnels. Et le troisième processus, c'était le mérite d'avoir été organisé sur fonds propres et de déboucher sur une alternance pacifique. Ceci dit, est-ce que cette œuvre est perfectible? Mais c'est là notre ambition. Et ça devait être une ambition partagée par le pouvoir. D'autant plus que justement, lorsque ce pouvoir était dans l'opposition, il avait nourri beaucoup de jugements de valeur, mais également d'accusations tout à fait fortuites et non fondées, gratuites, contre tous ces processus électoraux que nous étions en train d'organiser. Mais quoi de plus normal maintenant qu'on puisse aspirer avec le même pouvoir à faire mieux que ce qui a déjà été fait jusque-là? Et c'est ça notre demande. Je pense que nous n'avions pas insisté parce que tel était justement le cahier des charges hier de l'opposition vis-à-vis du pouvoir que nous étions. C'est d'un. De deux. Ben écoutez, nous avons eu des processus relativement quand même transparents. Moi, je me rappelle comment nous avons eu à collaborer avec les partenaires à toutes les étapes de processus passé. Si nous avons eu des difficultés en 2006, c'était
après la proclamation des élections, parce que justement, une des anciennes forces rebelles, son candidat, c'était un mauvais perdant. Il avait pensé que il pouvait encore remobiliser ses forces pour pouvoir s'imposer dans la ville de Kinshasa par les arts. En 2011, si nous avons eu des difficultés, ce n'était pas parce que les élections étaient mal organisées. Ce n'était pas parce qu'il n'y avait pas eu consensus, n'est-ce pas, sur tous les pans de ce processus électoral. Les élections ont été bien organisées, préparées, bien organisées. Et c'est au niveau des centres de compilation ici, rappelez-vous, à la FIKIN, où l'expertise a fait défaut, mais aussi l'infrastructure, étant donné que nous avions été abandonnés en plein vol par nos partenaires étrangers, notamment la MONUSCO ici. Et donc on a fait avec des moyens de bord, et les difficultés c'était plutôt au niveau de la compilation des résultats. En 2018, oui, on avait pratiquement alerté les cieux que ces élections d'abord n'allaient pas être organisées. Elles ont finalement été organisées. Que ces élections, les jours de scrutin, allaient connaître la déflagration de ce pays à travers une violence généralisée, il n'y en a pas eu. Et les problèmes sont apparus au niveau des contestations, plutôt des résultats. Et donc, ici, malheureusement, on se retrouve devant une situation où il y a une préméditation, n'est-ce pas, dans la confiscation du processus électoral, la volonté claire de pouvoir le mener de manière unilatérale, de pouvoir le contrôler de manière tout à fait unilatérale, en dehors de tout consensus, et consensus qui devait porter sur quoi? Qui devait porter évidemment sur les corps électoraux, il devait porter sur les arbitres électoraux, c'est-à-dire la CENI en amont, la Cour constitutionnelle en aval, et évidemment, n'est-ce pas, nous assurer des conditions sécuritaires et des libertés publiques qui permettent à chacun des candidats de pouvoir non seulement exposer son projet de société sans être inquiété, mais aussi de pouvoir critiquer ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, leur gestion. Je note qu'aujourd'hui, il suffit d'ouvrir la bouche pour critiquer le pouvoir en place, et on retrouve des dossiers qui n'existaient pas avant, n'est-ce pas, votre expression, avec pour finalité de vous envoyer dans des prisons de ce pays. 2023, Joseph Kabila sera-t-il candidat? Oui, Joseph Kabila candidat ou pas, la question de toutes les façons ne pourra pas se poser le moment venu. Le moment venu, pourquoi? Parce que Joseph Kabila est le leader de notre famille politique. Et donc, naturellement, il est positionné pour être le candidat de notre famille politique. Pense-t-il lui-même à cela? Croit-il que le moment venu, il devrait, n'est-ce pas, s'exprimer à ce sujet? Ça, c'est sa responsabilité. De deux, nous n'avons de cesse à dire que, au regard de la constitution de notre pays, des lois qui régissent le processus électoral, rien, absolument rien, n'empêche Joseph Kabila, redevenu citoyen et sénateur, rien ne l'empêche d'être candidat à ce scrutin de 2023. Je comprends. Le sénateur à vie veut tout simplement dire qu'il est dans cette position-là. Toutes les fois qu'il pourrait être appelé à exercer d'autres fonctions, il sera obligé de suspendre l'exercice de son mandat de sénateur. Et dès que les raisons pour lesquelles cette suspension avait été, n'est-ce pas, consentie vont disparaître, il poursuivra, n'est-ce pas, sa place au sein du Sénat. C'est ce que ça veut dire. Et du reste, poser la question de l'incompatibilité nous renvoie, n'est-ce pas, après le scrutin, parce qu'on ne peut pas avoir une incompatibilité avant d'avoir la situation de cumul des fonctions. Donc, il y a une petite confusion qui chaque fois se glisse entre des conditions d'éligibilité et des conditions d'incompatibilité. Regardez la Constitution, lisez là de l'article 1er au dernier article, là où on parle de l'élection du président de la République, on énumère les causes d'éligibilité et on renvoie les causes d'inéligibilité à la loi électorale. Et prenez toutes les lois électorales qui ont existé à ce jour, aucune n'a dans son sein un article
article, n'est-ce pas, qui stipule que les sénateurs à vie est déchu de ses droits civiques et politiques. Il n'est plus, n'est-ce pas, prétendre exercer des fonctions électives dans ce pays. Du reste, la loi portant statut des anciens chefs d'État, qui reprend la qualité de sénateur à vie aux anciens chefs d'État, s'agissant des questions d'incompatibilité, renvoie, n'est-ce pas, aux dispositions qui concernent les sénateurs et les députés. Or, qu'est-ce qui se passe au niveau des dispositions légales qui concernent les incompatibilités liées aux députés et aux sénateurs? Les députés et les sénateurs ont même ce qu'on appelle aujourd'hui les droits de retour. C'est-à-dire, chaque fois qu'ils sont élus, en même temps qu'ils exercent des fonctions publiques, soit des membres du gouvernement, ou après avoir été élus, si, n'est-ce pas, ils veulent entrer au gouvernement, ce qui leur est demandé, c'est quoi? C'est d'opérer les choix. Soit d'exercer le mandat de député, soit d'entrer au gouvernement. Et si la responsabilité, n'est-ce pas, se termine au gouvernement, ils vont retourner au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau du Sénat. La seule différence pour les sénateurs à vie ici, c'est que c'est un statut où il n'est pas soumis ni à l'élection pour garder son siège de sénateur, ni à cette tractation qui consiste à savoir s'il devait terminer son mandat absolument, s'il allait occuper une autre fonction ou pas. Et donc, la situation est tout à fait claire dans les droits électoraux congolais. Joseph Kabila, en tant qu'ancien chef d'État, se retrouve dans tous ses droits civiques et politiques de pouvoir concourir. Mais le tout maintenant dépend évidemment de sa volonté le moment venu, de l'harmonisation qu'il aura avec sa famille politique, mais surtout de la qualité du processus électoral, n'est-ce pas, qui sera en place. Parce que nous considérons que celui qui est là demeure totalement biaisé, unilatéral, piégé, et donc il ne peut pas être en mesure de pouvoir permettre aux Congolais de s'exprimer en toute liberté, de garantir la transparence dans l'expression de cette volonté populaire et par conséquent de garantir aussi l'acceptation des résultats. Professeur Néhémie Mouilagna, merci d'avoir reçu Grande Interview. C'est moi qui vous remercie. Grande Interview, c'est fini pour aujourd'hui. Supervision Alain Irung Mouchige, coordination Michel Kifindangoy. Vous pouvez réécouter, voire télécharger cette émission, ainsi que d'autres numéros de Grande Interview en allant sur www.radiocapi.net. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.